Tout le temps qu'on a pour cet échange. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Montréal-Outremont pour 13 minutes. Si. Revenons aux bourses perspectives. Vous ne pensez pas que la fin de ces bourses va avoir un effet négatif sur la précarité des étudiants? Sur les bourses perspectives? Vous ne pensez pas que la fin des bourses perspectives pourrait avoir un effet négatif sur la précarité des étudiants? Mais comme je l'ai mentionné, Madame la Présidente, je l'ai mentionné il y a quelques minutes à peine avec ma collègue de l'autre groupe d'opposition, ces bourses-là étaient des bourses incitatives. Donc, c'était un programme qui avait un début puis une fin. Donc, de toute façon, j'aurais mis fin à l'automne 2025, donc dans quelques mois. Ce programme-là prenait fin et il n'a jamais été question de poursuivre ce programme-là ou de pérenniser ce programme-là. On va revenir à des bourses initiales, puis on va continuer à travers l'AFE de bonifier justement certaines mesures comme on le fait depuis le début, mais c'est un début. Merci. Madame la députée, vous pouvez Vous avez coupé cette bourse en pleine période d'inscription, alors que les étudiants ont planifié recevoir cette bourse dans leur plan d'études. Comment expliquer que vous l'avez coupée à ce moment-là? Puis, qu'est-ce que vous allez faire avec les sommes? Allez-vous les réinvestir? Écoutez, comme je l'ai dit tantôt, les sommes à réinvestir, il y a 500 millions qu'on prend. Ce 500 millions, c'est énorme, là, mais il y a 500 millions qu'on doit débourser pour les prochaines années, jusqu'en 28 ou 29, si je ne me trompe pas, pour être capable de maintenir tous les étudiants, puis il y en a des milliers, là, tous les étudiants qui sont actuellement dans un programme de bourse perspective, pour n'importe quel programme qui est admissible, vont avoir accès à cette bourse jusqu'à la fin de leur parcours. Donc, ça a toujours été clair que ce programme-là n'allait pas se poursuivre. C'est un programme incitatif. Le programme de soutien aux études, c'est l'AFE. C'est d'autres mesures qui viennent en soutien en logement, où le logement étudiant en fait partie aussi. Mais pour ce qui est des bourses perspectives, il y a un 500 millions qu'on débourse, puis qui assurent et qui garantissent justement la fin du parcours académique à tous les étudiants qui en ont droit. Merci, Madame la ministre. Poursuivez, Madame la députée. Puis que vous n'allez pas réinvestir cet argent dans la rémunération des stages? Bien, ce que je vous dis, c'est qu'il y a 500 millions. Moi, je ne peux pas laisser des étudiants en plan. Vous l'aviez promis? Bien, je l'ai dit, puis j'en étais claire, puis je pense que les assos étudiantes le savent très, très bien, puis je leur dis la même chose que je vous dis aujourd'hui. On a fait des choix. À l'époque, on a fait des choix, puis on a misé non seulement sur les choix dans la fonction publique, puis d'augmenter les conditions et les salaires, mais on a aussi fait des choix. On a mis 200 millions dans le PQI pour le logement étudiant. J'ai toujours dit que je ne veux pas que ce soit un frein à l'accessibilité financière, le logement étudiant. Puis là, il y a plusieurs projets. Il y en a encore plein qui sont dans le PQI. Merci, Madame la ministre. Je vous rappelle du vote sur la motion du 30 mars 2023 que l'Assemblée nationale demande au gouvernement caquiste de mettre en place la rémunération des stages dans le secteur public dans les délais les plus favorables. C'était unanime. Vous aviez voté pour, donc qu'est-ce qui a changé depuis? Bien, comme je l'ai dit, j'ai voté pour. J'ai aucun problème à dire que j'ai voté pour. J'avais la bonne intention de le faire. Les négociations dans les conventions collectives sont arrivées. Il y a des choix qu'il faut faire. C'est des budgets pérennisés. La mesure de rémunération de stage, c'est une mesure qui est au bas mot à 500-600 millions de manière pérenne. J'aimerais ça vous entendre peut-être de manière constructive. On nous demande aussi de rémunérer les stages, mais on a fait des choix extrêmement importants pour bonifier les salaires, bonifier évidemment toutes les conditions que ces étudiants-là vont avoir sur le marché du travail. C'est des choix qu'on a faits. Si vous avez une idée constructive pour nous permettre de savoir comment est-ce qu'on peut pérenniser une telle mesure à 500-600 millions, j'aimerais évidemment la connaître. Merci, Madame la ministre. Vous parlez beaucoup de vous lancer des chiffres, parler d'investissement. On n'a jamais dit que le gouvernement investissait pas. Ce qu'on dit, c'est que parmi vos choix, les choix sont questionnables parce que sur le terrain, la situation s'aggrave pour un trop grand nombre d'étudiants. Je vous rappelle les chiffres. 40 ont vécu de l'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois. 46 sont prestataires de l'AFE. 15 ont recours aux banques alimentaires. 17 aux aides alimentaires sur les campus. Il y avait des demandes chiffrées qui étaient faites, qui étaient raisonnables. Il n'y avait pas donné suite. La rémunération des stages, vous vous engagez ensuite, vous revenez sur votre engagement. Honnêtement, vous commencez pas à penser que le lien de confiance que vous avez avec le mouvement étudiant va s'effriter? Écoutez, je pense que honnêtement, j'ai un très bon lien avec les étudiants. Je pense que je suis une femme de terrain. Je suis sur le terrain régulièrement, mais même après avoir fait les 48 cégeps puis la vingtaine d'universités. Je sais très, très bien que la situation actuelle, les efforts qu'on demande justement aux établissements sont importants. Mais là, vous me demandez, je vais revenir à votre début de question, Madame la députée, vous me reprochez d'investir dans nos infirmières, d'investir dans nos étudiants, d'investir dans nos enseignants.
Vous dites que ce sont des mauvais choix d'investir dans le PQI à 1 milliard additionnel en enseignement supérieur alors que le PQI des libéraux stagnait à 5 milliards. J'y suis sur le terrain tout le temps, toutes les semaines pour faire des annonces et aussi pour constater les préoccupations de chacun et chacun. Je suis celle qui va voir 1 fois, 2 fois, 3 fois le même cégep, là. Fait que, je vais revenir merci, à Madame la juste pour ministre, boucler la boucle, vous avez demandé si on avait une proposition constructive. Je vous ramène à notre demande de mandat d'initiative pour qu'on puisse, tous les parlementaires ensemble, se saisir de cette situation qui se dégrade au niveau de la précarité financière des étudiants. Pour qu'on puisse examiner les causes, regarder des pistes de solutions, regarder quelles sont les initiatives en cours et comment on peut les bonifier pour vraiment mettre un frein à ce fléau. un exemple que je n'ai pas pu donner tantôt, puis peut-être que ça va vraiment être pertinent pour que, justement, mes collègues puissent comprendre un petit peu la différence entre ce qu'il y avait en 2018-2019 puis aujourd'hui. Un étudiant universitaire qui est en 2e année, qui réside chez ses parents, son revenu annuel est à peu près de 8 000. Le revenu annuel combiné de ses parents, c'est autour de 100 000, donc 50 000 chacun, évidemment, incluant les allocations. Cet étudiant étudie en enseignement. Alors, les prêts et bourses à l'époque, sous les libéraux, 2018-2019, c'était zéro. On avait 45 000 $ en total d'aide, à peu près. Mais en prêt et en bourse, il y avait zéro. En prêt, en 2025-2026, on parle de 4 000 $. En bourse, on parle de 347 $. Et le total de l'aide en 4 379. En tout et pour tout, on parle de 60 000 $. Alors qu'à l'époque, on avait 45 000 $. Des exemples Merci, comme Madame ceux-là, la j'en ai ministre. plusieurs, Merci. Madame la Merci. Présidente. Madame la députée, vous pouvez poursuivre? Au niveau des bourses perspectives, on vous a bien entendu que certains programmes fonctionnaient bien, d'autres non. Vous avez sûrement pris connaissance, comme moi, de la préoccupation des étudiants en ingénierie et aussi de la sortie médiatique hier de l'Ordre des ingénieurs au sujet de la crise. Mais revenons aux étudiants. Comment est-ce que vous allez vous assurer qu'on forme suffisamment d'ingénieurs dans les prochaines années? Bien, écoutez, le nombre d'ingénieurs n'a pas cessé d'augmenter. On a des cohortes excessivement importantes, que ce soit au niveau de l'ETS ou au niveau de Polytechnique. On a des cohortes qui augmentent d'année en année et qui vont continuer d'augmenter. On a vraiment des institutions extrêmement prestigieuses, très prestigieuses, qui sont capables, très attractives. On est capable d'aller chercher autant d'étudiants québécois que d'étudiants internationaux dans nos facultés de génie au Québec. Les facultés de génie au Québec ne se sont jamais aussi bien portées. Alors, on continue en subvention de fonctionnement, on continue d'allouer des subventions de fonctionnement très généreuses, tant au niveau de l'ETS puis de Polytechnique. Ce sont nos deux symboles, si vous voulez, évidemment, d'école de génie. Mais bien honnêtement, on va continuer de former les ingénieurs. Puis les ingénieurs sont les... Qu'il y ait des bourses perspectives ou pas, les ingénieurs sont là. Merci. Poursuivez, Madame la députée. Merci. Mais il faut en former. Et puis, ce qu'on nous dit, c'est que les étudiants internationaux constituent 35 des inscriptions dans les programmes de génie. Ce qui m'amène donc aux effets du décret. Parce que oui, c'est bien ça, 35 Vous reconnaissez qu'il y a 35 d'étudiants internationaux dans les cohortes de génie? Puis j'imagine qu'il y en a encore plus de maîtrise. Bien, ça doit être en doctorat. pourcentage, oui. Il y en a beaucoup dans les cycles supérieurs. Les étudiants internationaux, la grande majorité des étudiants internationaux se trouvent dans les cycles supérieurs, donc 2e et 3e cycle. Oui, j'en suis consciente. Puis là, vous avez, suite au projet de loi 74, il y a eu un décret ministériel qui a été émis le 26 février dernier. Écoutez, depuis que ce décret a été adopté, les témoignages s'accumulent, vont tous dans la même direction. Les craintes exprimées par les universités, les cégeps et notre formation politique se confirment. Le terrain parle, votre décision sème la grogne. Puis on ne vous a pas entendu lors de l'étude du projet de loi 74. Donc, permettez-moi aujourd'hui de poser quelques questions en lien avec le décret. Lorsque vous avez rencontré les recteurs et les directeurs de cégep avant l'émission du décret, quels engagements avez-vous pris pour défendre leurs intérêts au Conseil des ministres? D'abord, vous m'avez entendu lors de l'interpellation qu'on a eue. Alors, évidemment, le projet de loi a été porté par mon collègue du MIFI, mais on a eu une interpellation, puis on en a parlé quand même en long et en large du PL 74. On est très conscient qu'au cours des dernières années au Québec, il y a eu une augmentation substantielle du nombre d'étudiants internationaux. Ceci dit, on avait un rattrapage important à faire, mais là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on stabilise. Je ne viens pas diminuer le nombre d'effectifs d'étudiants internationaux dans les universités. On n'est pas là. On vient vraiment cibler, puis je l'ai dit et je le répète, on vient stabiliser le nombre d'effectifs dans les établissements universitaires et même dans les établissements collégiaux, on vient stabiliser dans tout ce qui est DEC.
dans tous les diplômes d'études collégiales parce qu'évidemment, on a besoin de ces jeunes-là. On vient stabiliser. C'est dans les AEC qu'on vient cibler la diminution de 75 % dans les AEC uniquement. Mais quand vous dites qu'il y a une diminution du nombre d'effectifs d'étudiants internationaux, le projet de loi, la loi 74, ne vise pas à diminuer, mais bien à stabiliser les effectifs. Madame la députée. Est-ce que vous avez... Bien, vous n'avez pas répondu à ma question, savoir si vous aviez pris certains engagements là, pour défendre les intérêts des recteurs et des directeurs de cégep. Ma prochaine question, c'est est-ce que vous les avez consultés? Avez-vous consulté les directions d'établissement pour établir les plafonds? Oui. Écoutez, on a consulté les établissements durant des mois. Alors, on avait plusieurs scénarios au départ. Il y avait des scénarios de baisse, comme il y avait d'autres scénarios de stabilisation. Il y avait plusieurs scénarios. Tous les scénarios ont été partagés avec les établissements d'enseignement supérieur. J'ai dû consulter le BLCI plusieurs fois, non seulement moi-même, j'ai eu moi-même des rencontres avec les différents recteurs du BCI, mais il y a aussi mes collègues au cabinet, au ministère qui ont eu ces rencontres-là. Merci. Merci, Madame la ministre. Madame la députée, il vous reste 2 minutes. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils étaient plutôt déçus de ne pas avoir été consultés. Je vous cite, le directeur des études du cégep de Rimouski a dit publiquement « On n'a aucune information dans la façon dont les plafonds ont été choisis. Je ne me souviens pas d'avoir une seule consultation pour nous demander des ordres de grandeur. » Par ailleurs, il y a une lettre qui a été signée par les 8 chefs d'établissement des 8 universités à charge du Québec le 28 février dernier, où le titre, c'est « Université, le gouvernement crée la tempête parfaite ». Et ils disent, mardi, c'est par les médias que nous avons pris connaissance des plafonds imposés aux étudiants internationaux dans nos universités. Pourquoi vous ne leur avez pas parlé, Madame la ministre? On leur a parlé, on a partagé ces plafonds-là quelques jours avant. Vous comprendrez que c'est un décret, ça doit passer par le Conseil des ministres. Il y a des choses, évidemment, que je ne peux pas partager. Par contre, les consultations ont été faites. Tous les cégeps, les DG de cégep, la Fédération des cégeps, on les a rencontrés plusieurs reprises, savaient très bien que le projet de loi s'en venait. Ils ont participé aux consultations même. Ils savent très, très bien qu'on arrivait avec des plafonds, qu'on arrivait aussi avec certaines mesures concernant les AEC. Donc, toute la consultation a été faite sur la base des cibles qu'on allait viser. Les AEC, ils étaient conscients qu'on allait diminuer. Merci, les Madame plafonds comme tels ont... Merci. Vous avez dû, comme moi, lire les réactions suite à l'adoption du décret. Elles sont très négatives de la part des cégeps, de la part des universités. Vous réagissez comment? Vous êtes satisfaite de ça? Vous êtes en train de nuire au réseau? Est-ce que vous avez défendu les réseaux auprès du Conseil des ministres avant l'adoption du décret? On est venu stabiliser les effectifs. Moi, le projet de loi 74, j'y adhère à 100 % Madame la députée, parce qu'on vient stabiliser. Est-ce que vous êtes d'accord avec les défauts de paiement de certains étudiants qu'on a dans nos établissements d'enseignement supérieur? Est-ce que vous êtes d'accord avec le nombre de demandeurs d'asile qu'on a? Ils viennent, prennent un CAQ, prennent un permis d'études, puis ça finit en demandeurs d'asile. Il y a eu des abus. Il y a eu des choses qui ne doivent pas se reproduire. On a des étudiants internationaux qui nous arrivent dans certains établissements, et ce n'est pas tous les établissements, mais la recrudescence qu'on a eue a donné lieu à des cas d'abus, Madame la Présidente. Merci. C'est malheureusement tout le temps qu'on